C'est l'heure du Journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24 à la une ce soir. Un chiffre, 26, le nombre d'œuvres d'art bientôt de retour au Bénin, des objets pillés pendant la période coloniale et exposés encore quelques jours au Quai Branly à Paris. Cette restitution n'est qu'une goutte d'eau compte tenu de l'ampleur des objets hors du continent, mais elle reste symbolique et exemplaire. Nous en parlerons avec notre invité Aurélien Agbenonsi, ministre béninois des Affaires étrangères. Et dans ce journal, nous irons également au Soudan. Notre envoyé spécial était l'un des rares journalistes à sillonner les rues de Khartoum ce mercredi. Une ville morte après l'appel au blocage. Dans son reportage, Bastien Renouille vous fera traverser la capitale soudanaise à la rencontre de ceux qui résistent encore contre le régime militaire. Enfin, nous parlerons des élections locales en Afrique du Sud. Qui remportera la province du Cap? Elle est la seule à ne pas être gouvernée par l'ANC. Le parti qui la gouverne est en perte de vitesse. Nos envoyés spéciaux sont allés à la rencontre des électeurs. Reportage à suivre. C'est un événement fort en symbole. Après des années de polémique, 26 œuvres d'art pillées par les troupes coloniales françaises vont être restituées au Bénin. C'est une promesse d'Emmanuel Macron qui sera donc bientôt tenue. Ces œuvres d'art sont exposées encore quelques jours au musée du Quai Branly à Paris avant de retourner sur leur terre. Pour en parler, nous recevons le ministre béninois des Affaires étrangères, Aurélien Agbenonsi. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir, d'avoir accepté notre invitation. Alors tout d'abord, on aimerait savoir votre sentiment à quelques jours du retour de ces œuvres d'art au Bénin. Bonsoir, il y a un sentiment de fierté, un sentiment aussi d'une responsabilité historique qui nous a été confiée par le président de la République du Bénin et tout notre gouvernement pour un acte qui touche à notre identité, à la fois culturelle et culturelle, un acte qui va contribuer à renouveler le partenariat culturel entre la France et le Bénin, mais surtout à améliorer l'offre touristique de notre pays, puisque le Bénin veut être une destination de choix dans les années à venir en matière de tourisme. Alors je le disais, c'est un événement fort en symbole, mais en réalité, ce n'est qu'une goutte d'eau. Je rappelle quelques chiffres. 85 à 90% du patrimoine africain serait hors du continent. Au moins 90 000 objets d'art africain d'Afrique subsaharienne se trouvent dans les collections publiques françaises, dont 70 000 au Quai Branly. Est-ce que c'est purement symbolique ou est-ce que vous espérez que ce n'est que le début de nombreuses restitutions? Bien entendu, nous considérons l'acte fondateur d'aujourd'hui comme un début. C'est pour cela que j'utilise à dessein le mot fondateur. C'est un début, c'est un mouvement qui ne pourra plus s'arrêter, comme l'a indiqué aujourd'hui le président Emmanuel Macron lui-même. Cet acte-là est un acte qui va nous conduire vers une réparation, vers ce que j'appelle un acte de justice mémorielle qui fonde de nouveaux partenariats entre nous. Donc ce n'est qu'un début. Alors, à votre avis, est-ce qu'on peut estimer le nombre d'œuvres d'art béninoises en France, dans les musées français et en Europe en général? Il y a des chiffres qui circulent, mais parce qu'au Bénin, nous allons faire les choses sérieusement et les faire de manière intelligente, avec beaucoup de méthodes. C'est la méthode Talon. Nous avons signé avec la partie française un plan de travail commun qui prévoit diverses actions, former des conservateurs, mais l'élément important qui répond à votre question, c'est que nous avons prévu d'établir un répertoire des œuvres, de toutes les œuvres du Bénin qui sont dans les collections publiques françaises. Cela va nous donner déjà une estimation. Et ensuite, un travail parallèle doit se faire au niveau des collections privées. Et d'ailleurs, certains détenteurs de collections privées commencent par se manifester pour faire des remises volontaires. Mais c'est parce qu'on aura établi ce répertoire que, indirectement, on aura une idée de Est-ce qu'on a un chiffre Bon, des spécialistes ou des chercheurs que je prends quand même au sérieux avaient estimé à plus de 5000 les œuvres qui sont disponibles. Certains vont bien au-delà parce qu'il existe encore des œuvres qui ont été récupérées pendant la période coloniale, qui sont en attente dans un certain musée en Afrique, mais dans certains sous-sols. Je ne suis pas sûr que tout ce qui a été ramené en France ait fait l'objet déjà d'un inventaire. Je crois qu'il y a encore des cartons et des caisses qui n'ont pas encore été ouvertes et cela doit faire partie de l'inventaire. Et comment réagissent les Béninois aujourd'hui à cette restitution?
Je crois que les Béninois sont heureux de retrouver ce qui leur appartient. Ils sont heureux de cette reconstitution de notre mémoire. Ils sont heureux de pouvoir compléter des objets qui sont souvent des objets de culte, mais des objets qui participent à notre identité culturelle. Donc, le sentiment de la plupart de mes compatriotes, la plupart des Béninois, c'est un sentiment de fierté parce qu'un combat qui a démarré depuis plusieurs années commence par aboutir grâce à l'action du président Talon et du président et Macron aussi. Il faut rendre justice aux deux chefs d'État qui se sont inscrits dans une dynamique de l'histoire. Et donc, le sentiment au Bénin, c'est un sentiment de fierté. C'est d'ailleurs pour cela que le gouvernement de la République prévoit d'accueillir de manière solennelle ces œuvres. Oui, et je crois savoir qu'il y aura toute une série d'événements qu'on couvrira d'ailleurs sur France 24. L'autre question que j'ai envie de vous poser, c'est quelle est votre réponse à toutes ces personnes dont l'argument est de dire que l'Afrique n'est pas prête à recevoir ces œuvres d'art, qu'il n'y a pas de culture de musée en Afrique, qu'il n'y a pas d'infrastructure, qu'il y a une instabilité qui est réelle. D'ailleurs, on a vu plusieurs coups d'État ces derniers mois au Mali, en Guinée et même au Soudan d'ailleurs. Quelle réponse avez-vous à donner à ces arguments-là? Moi, je viens d'un pays stable, un pays qui a des institutions qui fonctionnent, qui organise ses élections sans histoire depuis plusieurs décennies. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est que ces œuvres viennent d'Afrique. Et elles étaient en Afrique. Et donc, c'est des arguties. Dire que l'Afrique n'est pas préparée. Quand vous prenez le cas du Bénin, c'est plus d'un million, un milliard d'euros que le Bénin a investi aujourd'hui pour pouvoir réaliser des musées. Nous avons prévu 5 réalisations majeures. Il y a le musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey à Abomey. Il y a le musée du Vaudou à Porto Novo. Il y a un musée d'art contemporain qui sera construit à Cotonou. Et vous avez le MIM aussi, qui est un musée pour la mémoire de l'esclavage. Et enfin, le musée de Ouida, la maison du gouverneur, qui va recevoir provisoirement ces œuvres-là. Donc, il y a un investissement massif qui est mené par notre gouvernement. Et nous créons les conditions aux standards internationaux pour pouvoir avoir les réceptacles et l'environnement qu'il faut pour conserver ces œuvres-là. Mais n'oublions pas que ces œuvres sont venues d'Afrique. Et que quand on voit le degré de conservation, cet après-midi, nous avons visité cette exposition avec le président Emmanuel Macron et on a vu qu'elles sont bien conservées. Et quand elles retourneront dans leur environnement naturel, avec la qualité de la gouvernance qu'il y a, avec tout ce qui est prévu pour les conserver, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Ce sont des arguties de personnes qui sont contre, en fait, la restitution de nos biens. Et ces biens-là, nous tenons à les avoir pour nous. J'ai une dernière question. On n'a malheureusement pas beaucoup de temps, mais j'ai une dernière question. Comment ça se passe quand on est ministre des Affaires étrangères et qu'on négocie ce genre de restitution? Est-ce que ça ne parasite pas les autres discussions? Vous avez parlé tout à l'heure de justice mémorielle. Est-ce que ces questions ne rendent pas les choses plus tendues, finalement? Non, au contraire. Vous savez, un peu comme les musiciens disent que la musique est un langage universel, le partenariat culturel rapproche les peuples, le partenariat culturel rapproche les dirigeants. Et je pense que pour ce qui concerne cette coopération patrimoniale et muséale, ce concept, c'est le président français d'alors, François Hollande, et le président Patrice Talon qui l'ont retenu au mois de décembre 2017 quand ils se sont vus. Ce type de partenariat rend les discussions un peu plus faciles parce qu'ils sont basés sur des choses tangibles, concrètes, fait des actions qui impliquent les peuples. Ce n'est plus de la diplomatie, j'allais dire, abstraite, sur des intérêts géostratégiques. C'est une diplomatie qui concerne la vie des gens. C'est du culturel, mais c'est du culturel. Donc, le ministre des Affaires étrangères que je suis a le sentiment de participer sous l'impulsion des deux chefs d'État. Et je crois que c'est le cas de mon collègue de la culture et de ma collègue de la culture de la France, qui était là aujourd'hui. Nous avons l'impression de participer à un mouvement historique. Et cela facilite le travail de la diplomatie. Donc, je peux vous dire que ceci ne complique pas mon travail. Au contraire, il le rend plus facile, il le rend aussi plus agréable, j'allais vous dire. Merci beaucoup Aurélien Agbenonsi, ministre béninois des Affaires étrangères. Et je le disais, nous suivrons évidemment toutes les cérémonies de restitution et cette restitution sur France 24 et dans le Journal de l'Afrique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, suivez le Bénin.
Khartoum, ville morte aujourd'hui. Les organisations de la société civile ont appelé au blocage pour dire non au régime militaire. Le mouvement est très suivi. Depuis le coup d'État lundi, la ville est méconnaissable. Notre envoyé spécial au Soudan, Bastien Renouille, a sillonné les rues de la capitale à la rencontre de ceux qui se mobilisent. Reportage. Dans tous les quartiers de Khartoum, ces barricades stoppent la circulation. Ces jeunes manifestent depuis qu'ils ont appris le coup d'État. On bloque les rues pour assurer notre sécurité. Comme ça, quand les militaires viennent, ils ne peuvent pas nous atteindre. Quand ils s'approchent de vous, ils tirent pour tuer. Ils ont tué nos frères là-bas à côté du quartier général de l'armée. On suit aussi l'appel à la désobéissance civile. On ne veut voir personne au travail, personne au bureau, personne dans les pharmacies. On veut tout bloquer dans le pays. Partout, les voitures sont bloquées. La très grande majorité des magasins est fermée. Khartoum est une ville morte. Seules quelques boutiques d'alimentation sont encouragées à ouvrir. Les 2 premiers jours, on a fermé. Mais les gens nous ont appelés et nous ont demandé de rouvrir. Tous les magasins autour étaient fermés et ils commençaient à avoir faim. Donc j'ai ouvert pour leur donner à manger. Vous voyez, il y a beaucoup de monde ici. Derrière ce blocage, des syndicats professionnels et les comités de résistance de la capitale. Créés après la chute d'Omar el-Béchir, ils veulent faire respecter les idéaux révolutionnaires. Membre du comité de Khartoum Est, Doua se cache pour éviter d'être arrêté. Nous leur mettons la pression grâce à cette grève. Mais il ne faut pas que ce soit seulement les fonctionnaires qui la suivent. Elle ne sera un succès que si toute la société se mobilise, comme les femmes qui servent le thé dans la rue et les petits vendeurs. Tout doit être fermé. Cela arrêtera les hommes au pouvoir. Le 30 octobre, il y aura une grande manifestation qui doit réunir des millions de personnes. Et grâce à ça, on fera tomber ces gens, comme on a fait tomber El-Béchir. Les comités ont donné un ultimatum à l'armée. Le 17 novembre, la Constitution prévoyait déjà un transfert de la présidence du Conseil souverain de transition à un civil. Sans retrait des militaires d'ici là, ils promettent de durcir leur mouvement. Le président sud-africain à la rescousse de l'ANC au Cap. La province occidentale est la seule qui ne soit pas gouvernée par l'ANC, au pouvoir depuis 1994 à Pretoria. C'est l'Alliance démocratique, premier parti d'opposition, qui dirige la province depuis 2004, mais son emprise diminue. Notre correspondante Caroline Dumais et son équipe sont allées sur place pour tenter de comprendre pourquoi. Reportage. Pour remporter la province du Cap, l'ANC a envoyé son meilleur émissaire. Le président Cyril Ramaphosa fait campagne en personne. Il est, selon tous les sondages, la personnalité la plus populaire du parti de Nelson Mandela. Depuis que je suis née, toute ma famille baigne dans la culture de l'ANC. Pour nous, tout est ANC. Ce sont eux qui nous ont soutenus depuis toujours. Ils ont tout fait pour nous. Si certaines familles restent fidèles, beaucoup de jeunes ne croient plus aux promesses d'un parti qui est depuis presque 30 ans au pouvoir à Pretoria. Ça fait des années qu'on vote. On s'attend à chaque fois à une vie meilleure. Mais les choses, en fait, empirent. Rien d'étonnant à ce que Julius Malema, le chef des combattants pour la liberté économique, séduise la jeunesse. Le leader d'extrême gauche surfe sur la vague de désillusion des plus pauvres en réclamant une transformation radicale du pays. Les jeunes viennent en masse et ils sont très enthousiastes. Ils vont donner une leçon à l'ANC et à l'Alliance démocratique. J'avoue que je suis sous le choc. Je pensais que la jeunesse avait abandonné la politique. Mais là, on a bien l'impression qu'ils sont prêts à charger dans l'arène politique. La question des terres aussi est cruciale. Ici à Kraaifontein, Julius Malema a encouragé les populations à s'installer sur les terrains municipaux. Julius Malema nous a soutenus quand on a occupé les terres. Les Blancs, l'Alliance démocratique et même l'ANC, désolé de le mentionner, mais ils n'étaient pas d'accord avec tout ça. Pour les analystes, les partis politiques traditionnels ne sont plus en phase avec les aspirations de la jeunesse, dont les priorités sont le logement et les emplois. Les manifestes des partis pour ce scrutin ne se sont jamais adressés aux chômeurs ou à ceux qui dépendent du secteur informel. On est en train d'assister à un changement des réflexes électoraux. Faute de sondages fiables, personne ne sait comment les électeurs voteront le 1er novembre et si la province du Cap restera dans l'opposition. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.